Salut à vous, bonjour à toi Jérôme. Bonjour à vous. Bonjour à toi, Alex. Tu as d'abord été technicien supérieur du bâtiment, puis géologue et aussi topographe. Mais avant de changer de voie et de devenir praticien de yoga ainsi que thérapeute et enseignant de Kundalini Yoga. C'est cependant en tant qu'inventeur spécialisé en géométrie sacrée que je vais t'interroger ici. Tu as mis au point 2 œuvres originales, innovantes et puissantes en plus de géométrie sacrée qui mettent en application de grands principes de géométrie sacrée. Il s'agit d'un cube et d'une sphère, donc sur lesquels nous allons revenir en détail au fil de l'entretien. Est-ce que tu voudrais bien, tout d'abord, néanmoins, nous résumer un peu ton parcours avec les principales étapes qui t'ont permis d'en arriver à ces inventions? Tout d'abord, merci à toi et bonjour à tous. C'était une super rencontre et si vous connaissez Alexandre, vous avez de la chance parce que, waouh, le mec, il est précieux derrière la première appréhension qu'on peut avoir de lui. Quand on apprend à le connaître, la somme de connaissances qu'il y a derrière, c'est impressionnant. Déjà. Donc oui, inventeur, enseignant de Kundalini Yoga, conférencier, expert en géométrie sacrée. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ces inventions? Alors en fait, il y a un truc, la lumière m'a habité depuis tout petit. Il y a eu, quand j'étais enfant, bébé, là, je me rappelle, ou dans le bas âge, quasiment toutes les nuits, je quittais mon corps par le sommet de mon crâne et je regardais bien tout ça. Là, je regardais bien la maison et je repartais dans les plans de lumière. C'est un très fort souvenir que j'ai en moi. Et puis, à l'époque où, enfin, dans ma génération, on choisissait pas forcément ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire. Donc, mes parents ont dit, toi, tu vas faire bâtiment. Et moi, je voulais faire parapsychologie. Donc, l'écart. Voilà. Et en fait, la lumière m'a toujours appelé. Toujours, toujours, toujours. Donc, j'ai quand même fait bâtiment, géologie, topographe, dessinateur, etc., architecture. Mais c'était vraiment très difficile pour moi. Je me sentais toujours appelé par la lumière jusqu'à ce que, à partir de l'âge de 14 ans, j'ai découvert la parapsychologie. À 28 ans, 21 ans, pardon, j'ai découvert un chemin d'éveil de lumière, d'apprentissage. À 28 ans, j'ai découvert les enseignements des flammes sacrées de Dieu. La clé, et ça, si vous devez retenir qu'une seule chose de cette conférence, c'est toujours la même. Premièrement, tu pratiques. Deuxièmement, tu pratiques. Et troisièmement, tu pratiques. Et si ça va pas, j'aimerais rajouter, tu pratiques encore plus. Parce que ça met l'univers à ton service. Et donc, Pratiquer quoi. le plus important, c'est de trouver sa propre pratique qui nous nourrisse spirituellement dans la lumière de notre présence. Et si vous voulez, toutes ces inventions sont le fruit de tout un chemin et d'expériences mystiques. Parce que quand on pratique, on peut se dissoudre dans le tout, dissoudre le moi, je dirais même dissoudre le soi pour se fondre dans la lumière de tout ce qui est. C'est lors d'expériences mystiques, mais on en reparlera un peu après, que ça m'a amené à créer ces inventions. Et vraiment, je crois que c'est accessible à tout le monde en fonction de son plan d'incarnation, de sa mission sur la Terre. Il y en a qui ont des missions particulières, comme avoir des enfants, prendre charge d'âme, faire des guérisons ou construire ou nourrir, voilà. Moi, ma mission, c'est d'amener des technologies de lumière pour l'éveil de la conscience planétaire. Voilà.
Et j'ai retrouvé d'autres vies antérieures. Et en gros, c'est mon chemin de vie au travers des temps. Voilà. Bah, pour résumer, on pourrait dire aussi que la mission de vie, c'est de faire ce qu'on aime et de faire ce qui nous fait du bien, parce qu'à partir du moment où ça nous fait du bien, ça fera du bien aux autres par cercle concentrique et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, j'aimerais qu'on revienne un peu du coup sur ton parcours technique et ta formation universitaire qui semble avoir été contrainte et forcée et mal vécue, mais néanmoins lors de notre rencontre, bon, enfin, il est vrai pour le coup grâce à Aurélie, ma compagne, qui était elle-même enseignante de yoga et c'est une voie et une approche à la fois corporelle et psychologique qui moi aussi m'a véritablement ouvert de nouveaux horizons, ou permis d'approfondir énormément de choses que j'avais déjà plus ou moins en tête ou en bagage, sans pouvoir leur donner vraiment tout leur sens ou la perspective qu'elles méritent. Mais du coup, le bâtiment, l'architecture, la géométrie, même de la manière profane ou industrielle et beaucoup trop matérialiste que tu as pu connaître dans ta formation professionnelle, elle n'est quand même pas sans rapport avec, eh bien, non pas le bâtiment, mais la grande tradition des bâtisseurs et la grande tradition de l'architecture sacrée, comme celle des cathédrales du Moyen-Âge, qui mettent en œuvre tous les principes que tu es allé après redécouvrir par toi-même et que tu as mis en œuvre du coup d'une manière autonome, mais cette fois dans une optique lumineuse, comme tu dis, et non plus simplement matérialiste. Donc il y a quand même une cohérence, j'ai envie de te dire, dans le parcours que tu as eu. Oui, oui, tout à fait d'accord dans ce chemin. Et même si ça a été difficile avec la famille, on va dire, maintenant je peux les remercier parce que j'ai au-delà d'apprendre des connaissances, quand on va à l'université, on apprend surtout des manières de penser. Maintenant, avec le recul, je peux remercier mes parents parce que au-delà d'apprendre des connaissances à l'université, on apprend des manières de penser. Et la manière de penser scientifique et mathématique est quand même quelque chose de très intéressant, avec un bémol, c'est que la science a pour but de mettre en place des modèles qui reproduisent la réalité pour étudier cette réalité. Mais ce ne sont que des modèles qui s'en rapprochent et ce n'est pas l'exactitude de la réalité. Donc, c'est modélisé, c'est paramétré, c'est en équation. Et on pourra le voir un peu plus loin avec les travaux de Nassim Haramein par rapport à la relativité complexe ou à la relativité d'Einstein. Le pont qui a fait cette bascule entre l'architecture, la science, et ça m'a donné des énormes fondations dans le mode de pensée. Et mine de rien, quand je me définis d'être un scientifique méditant, il me faut de la structure. Je vais pas croire n'importe quoi. Je vais pas travailler sur n'importe quoi pour soi-disant ou parce que soi-disant j'ai eu un message. Il faut qu'il y ait du sens ici dans l'incarné avec les lois physiques ou que les principes scientifiques puissent s'appliquer à ces choses-là, parce que si tout est comme en haut si tout en haut est comme ce qui est en bas, les lois s'appliquent quand même. Voilà. Et cette démarche m'a permis justement de découvrir la merveilleuse, extraordinaire, fabuleuse, je ne sais pas comment dire, loi du nombre d'or, de phi, de pi, de e, de la fonction exponentielle qui sont les dénominateurs communs à l'architecture de la création elle-même. Je vous souhaite de pouvoir découvrir ça, vraiment. Oui, parce que tu es parti de l'approche moderne, rationaliste, qui est aride, qui est profane, qui rejette le sacré, qui rejette la spiritualité, qui rejette la transcendance, mais tu as utilisé au profit de la spiritualité et de la transcendance ces outils, cette manière de procéder, cette rigueur qui donne un cadre, qui donne une structure, qui donne une assise indispensable pour pouvoir du coup t'approprier tous ces principes et mettre en œuvre ces qualités, cette dynamique qui vise à connecter le haut et le bas. Enfin voilà, c'est un peu la prouesse, on va dire. Et puis aussi de le mettre au service du plus grand nombre. Il est important que chaque serviteur de lumière, chaque personne puisse faire son maximum
on va dire, au moins équilibrer la balance. Mais alors justement, tu as fait le lien avec le sujet suivant, qui est que tu te présentes, comme tu viens de nous le dire, comme un scientifique méditant. Tu dis aussi que tu as la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés dans la terre. Ça me paraît vital. Mes innovations, dis-tu aussi, viennent d'expériences mystiques. Voilà, c'est pas après avoir noirci des pages et des pages d'équations que tu arrives à un résultat. Eureka, j'ai trouvé la solution, voilà ce que je vais faire. Non, tu as vécu des expériences pour le coup qui ont transcendé le mental et la rationalité. Alors, bon, on va y revenir sur ces expériences, mais tu parles aussi de relier, voilà, le cœur de la question, c'est relier la science et la spiritualité. Alors, comment pourrait-on décrire cette alliance ou cette synthèse entre l'approche scientifique et l'approche méditative? Il y a un parallèle qui me vient à l'esprit, un parallèle d'Osho Rajneesh. Voilà, un maître yogi de tantra en fait, et il disait, tu peux très bien méditer et faire l'amour en même temps, mais tu ne peux pas faire l'amour, sexuellement parlant, et méditer en même temps. La parabole, elle signifie que si tu rentres dans un état de connexion, de présence, de haute méditation, et que tu descends dans les structures de la matière, notamment de la science en l'occurrence, ça va être possible d'amener cette spiritualité, cette connexion, cette présence, cette vision, cette connaissance quelque part dans le domaine de la physique ou de la science et de trouver les cohérences et de trouver les incohérences aussi. Ce qui m'a amené, mais ça on en parlera à la fin de la conférence, de découvrir des erreurs dans les représentations des solides de Platon depuis 2500 ans. Waouh! Mais j'ai pas fait exprès. Hein. Donc voilà, d'abord on se connecte, on intègre cette puissance de connexion de lumière et de présence, et on regarde les objets de la matière et les approches de la science avec cet état-là. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on devient un scientifique méditant ou une spiritualité incarnée au service de cette réalité-là. Tu évoques aussi, du coup, à cet égard, entre d'alliance et de synthèse entre science et spiritualité, la mise en application de principes scientifiques et géométriques à l'état de l'être. Que veux-tu dire par là? Il y a des principes scientifiques qui sont les principes de base, comme l'effet de résonance. Tu fais un mi sur un piano, toutes les cordes de mi vont vibrer parce qu'elles ont la même fréquence. D'accord? Et ça, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça fonctionne. C'est pas une histoire de croyance. C'est pareil quand tu vas envoyer une information dans l'espace, tu vas qualifier tout l'espace avec cette information-là. Par exemple, une des choses, bon, on connaît tous l'homéopathie, scientifiquement, c'est pas possible, puisqu'il n'y a aucune molécule, on dépasse dans la dilution de l'homéopathie, on dépasse le nombre d'Avogadro. Donc, il n'y a plus une molécule de la plante, mais l'information reste. Ça, c'est un des prochains pas de la science, en fait, c'est d'intégrer la science de l'information. Ou, par exemple, le fait de diffuser une information, ça qualifie l'espace, et si ça qualifie l'espace, s'il y a des choses qui ne sont pas en cohérence avec l'information que l'on a envoyée, ces choses font aller ailleurs. Et c'est ce qu'ils ont appliqué dans la gare de Londres pour faire partir la zone, on va dire. Les punks, les skinheads, les personnes de ce type-là, on va dire, hein, j'ai rien contre, mais voilà. En fait, ils ont diffusé du Mozart et du Handel dans la gare de Londres. Et comme ces vibrations sont des vibrations très particulières, harmonieuses, eux qui écoutent plutôt du thrash metal, du hard rock ou des choses comme ça résonnait pas du tout avec eux. Du coup, ils se sont déplacés parce que ça créait un inconfort. Ça, pour moi, c'est appliquer des principes scientifiques dans une réalité absolument
pratiques et concrètes. L'homéopathie, la diffusion d'informations dans l'environnement. Et c'est pour ça que je vous rappelle, même si vous devez le savoir, n'écoutez pas les informations à la télé. Hein. À moins que vous soyez addict de la peur et du stress, du cortisol. Mais bon, sinon, il faut vous en passer. Et oui, non mais bon après par parenthèse, il y a quand même une dimension positive, évolutive, même dans des musiques un peu violentes, avec des vibrations un peu basses ou des basses un peu puissantes, hein, comme le punk ou le metal, ont parfois un message pour le coup à dimension un petit peu justicière, sociale, voire chevaleresque. Hein, et bon, c'est vraiment une parenthèse parce que j'écoute du métal et je sais que voilà, il y a des choses très négatives qui circulent dans ces domaines-là et que les vibrations sonores sont importantes à prendre en compte. Mais les premiers punks à Londres adoraient Jacques Brel et considéraient que Jacques Brel était le père fondateur du punk. Je suis assez d'accord avec cet état d'esprit en fait. Voilà, c'est une parenthèse. Et puis par ailleurs, bon voilà, s'il fallait faire l'inverse, il allait diffuser un peu de punk ou de Motorhead dans les assemblées constituantes législatives et dans les conseils d'administration des banques pour faire fuir la racaille en costume, moi je pense que ce serait une bonne idée aussi. Non, mais là, tu fais référence à l'aspect anarchiste. Oui. Le week-end dernier, j'étais à un festival, on m'a invité à un festival où il y avait notamment les Ramoneurs des Menhirs. Et franchement, les Ramoneurs de Menhirs, ils sont excellents, mais vraiment excellents. Ils sont sur scène, ils ont une culture, une identité, ils marquent leurs choses. Ce sont des anarchistes rebelles contre ce système, on va dire. Ils restent avec un cœur d'amour généreux, joyeux, voilà. Alors, on va passer sur un aspect un peu plus technique par rapport à tout ce que nous venons d'évoquer, à propos des ondes de forme. Là, effectivement, on est vraiment sur une réalité, un phénomène physique sur lequel repose, pour le coup, la science de l'information, la science fréquentielle, et celle, du coup, de la géométrie sacrée. Qui nous dit que le phénomène des ondes de forme est proportionnel à la fréquence de la forme. Donc j'aimerais que du coup tu puisses nous clarifier un petit peu cette expression, s'il te plaît, nous dire comment on peut se représenter ce qu'est une onde de forme et comment cela fonctionne. Ouais. Alors, ma première invention était la pyramide de lumière. Donc j'ai créé un tétraèdre de lumière, c'est-à-dire on a un module optique en haut qui projette un triangle parfait avec l'éclatement du faisceau très précis pour faire le premier solide de Platon. C'était très intéressant parce que du coup, j'ai créé une pyramide dont on peut changer juste la fréquence de la lumière, sans changer la forme, sans changer l'orientation, le volume, juste la fréquence. Et on a fait des expériences, donc, j'ai quand même travaillé 15 ans sur le domaine. C'était vraiment de la recherche et une passion. Donc, si vous faites une pyramide en lumière rouge et que vous mettez des graines dedans à germer, elles vont avoir une capacité de germination très rapide. C'est une couleur de feu, une couleur dynamique, une couleur de vie. Maintenant, vous mettez un même sachet de graines avec la même eau à germer, en fait, dans une pyramide de lumière bleue, qui est plutôt une lumière froide. Les graines vont tarder à germer. Donc, le phénomène des ondes de forme est très particulier parce que on le qualifie, c'est-à-dire on lui donne une information avec la couleur, par exemple, avec la différente qualité de la matière. Si vous avez une pyramide en granit, ça va pas être pareil que si vous avez une pyramide en terre cuite, parce que le granit contient 50% de quartz, par exemple, et en fonction de la taille, de l'orientation. Donc, un phénomène d'onde de forme est généré par une forme. En général, on retrouve le point d'émergence du phénomène, ou en fait le champ de torsion exactement, au niveau du centre de gravité. C'est comme si la forme concentre toute sa force, sa cohérence de forme dans son centre de gravité, et à partir de son centre de gravité se génère un flux,
un champ, à mon avis, c'est un champ d'ondes scalaires stationnaire qui va informer tout l'espace dans lequel cette onde va être. Je dis va être parce que elle va pas se déplacer comme une onde électromagnétique et une onde vectorielle qui se déplace dans le temps et l'espace. Une onde scalaire est plutôt une onde stationnaire, en fait. Alors, elle est un petit peu bizarre, cette onde scalaire. Pour les ondes scalaires, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais c'est une onde qui porte de l'information et qui qualifie tout l'environnement. Et vu qu'elle est stationnaire, elle existe partout en même temps dans le champ où elle existe. D'accord? Alors, pour en revenir au théorème de base, un phénomène, une forme génère un phénomène d'onde de forme et ce phénomène d'onde de forme est proportionnel à la fréquence et à l'information de la forme. Donc, lorsque j'ai une pyramide de lumière ou lorsque j'ai une terre diamant, par exemple, avec une fréquence de lumière magenta, jaune et cyan, je vais qualifier tout le rayonnement avec cette qualité de fréquence de couleurs qui sont associées notamment à des flammes sacrées de Dieu. La chose qui est importante, c'est un petit peu comme l'homéopathie. On donne de l'information plus ou moins cohérente et cette information va qualifier l'environnement dans lequel on va se trouver. Ouais. À partir de ce principe de base, vous imaginez pas toutes les applications qu'il peut y avoir. C'est un peu lorsque vous avez votre smartphone, vous décidez d'avoir une information, une application ou une autre application. Vous voyez les milliards d'applications qui doivent exister maintenant. Vous avez des formes qui peuvent qualifier l'environnement avec des fréquences, avec des qualités différentes en fonction des formes et des matières. Et donc c'est bien évidemment le principe de base de tes pièces. Hein. Donc on peut voir devant toi le cube et la sphère. Une pièce comme celle-ci va engendrer un rayonnement et une qualité d'information différente de ce crayon ou de ce couteau qui va engendrer une toute autre qualité d'information dans mon environnement. Exact, c'est clair. C'est ça. Ça nous amène du coup directement à la question suivante, Jérôme, qui est à propos de ce chef-d'œuvre, si je pourrais dire, cette pièce de maître que tu appelais la métagenesis et qui met en œuvre pour le coup la structure du vide, le vecteur équilibrium mis en évidence par le scientifique par Nassim Haramein. Nassim Haramein, voilà, franco-iranien ou en tout cas francophone. Et du coup, comment tu en es arrivé à la conception de ce cube, de cette métagenesis, avec le vecteur d'équilibre à l'intérieur? Oui, avec plus que le vecteur équilibrium. Il y a 3 composantes. Alors, j'ai entendu parler de Nassim il y a bien longtemps, il y a au moins 15 ou 20 ans, 15 ans. J'ai eu la chance d'assister à un programme de conférence avec Nassim au Val de Consolation il y a, je sais pas, peut-être 15 ans. Ouais, à peu près. Ouais, peut-être, allez, 13 ans. Et donc, il y avait 3 jours de conférence et il y avait un seul intervenant, Nassim. Déjà, tu vois le niveau du gars. On était 260, tous plus ou moins ingénieurs, chercheurs, voilà. Et c'était époustouflant. Il a fini par faire un talk story dans une pyramide de lumière le samedi soir. Et c'était vraiment excellent. Et tout comme bon précurseur, lui aussi a la tête bien plantée, bien élevée, connectée dans les étoiles, mais alors totale, et avec une approche pour amener tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il perçoit dans cette réalité au service du plus grand nombre. Donc c'est là où j'ai découvert ce qu'est réellement la fleur de vie.
La fleur de vie, elle est connue depuis 5500 ans au temple d'Abydos, même peut-être que Stonehenge en Angleterre a été organisé sur le schéma de la fleur de vie. Mais en fait, la fleur de vie n'est que la projection en 2D d'une structure en 3D. C'est comme si vous regardez l'ombre chinoise de ma main sur le mur, mais que vous ne regardez pas la main. Donc ici, nous avons un ensemble de 64 tétraèdres qui constituent une Merkaba complexe. Et donc, lorsque l'on change chaque tétraèdre par une sphère et que l'on regarde sur un certain angle, on voit apparaître la fleur de vie exactement, qui vient se superposer sur le schéma de la fleur de vie du temple d'Abydos. Donc, ici, nous avons une Merkaba complexe qui diffuse, développe une énergie absolument colossale. C'est la structure du vide. Je vais en parler juste après. Et là, vous voyez apparaître aussi un torus qui vient de disparaître. C'est le champ de l'énergie du vide qui se retrouve sur cette structure, dans cette structure ou par cette structure. Cette découverte que Nassim a faite est juste subjugante. C'est comme si on passe à une nouvelle ère. Lorsque j'ai rencontré Nassim, que j'ai découvert la fleur de vie en 3 dimensions, ça a fait tout plein d'alignements à l'intérieur de moi. Ouais. Et un soir, ce qui s'est passé, c'est je sortais avant d'aller me coucher, regarder les étoiles. Et là, j'ai senti, pourtant j'étais très fatigué, j'ai senti une super grosse connexion. Je suis rentré dans mon camping-car et j'ai dessiné et j'ai écrit et j'ai eu des visions jusqu'à 6 heures du matin. Et c'est comme ça qu'a été créée la métagénésis. D'accord. Donc, je reprends. Donc, Nassim Haramein, en découvrant la fleur de vie en 3 dimensions, a découvert la structure du vide. Donc, vous savez qu'en théorie, dans 1 centimètre cube de vide, un cube d'1 centimètre sur 1 centimètre sur 1 centimètre, il y a suffisamment d'énergie pour alimenter toute la planète Terre pendant 1 année, 10 puissance 57. Et c'est là où, au début, on a parlé du modèle scientifique qui se rapproche de la réalité. Donc, la relativité d'Einstein est un modèle scientifique qui se rapproche de la réalité, mais qui n'est pas juste parce que pour faire coller les résultats du calcul de l'énergie de l'univers ou de la masse de l'univers, il a fallu créer la constante noire ou l'énergie noire, en fait, pour que les résultats tombent justes. Et ce sont des constantes de l'ordre de 10 puissance 39. Donc, c'est 1 plus 39 zéros derrière. La marge d'erreur est colossale. Et Nassim Haramein, en découvrant la structure, ça c'est un de ses talents extraordinaires, d'arriver à mettre en équation la géométrie. J'ai pas ce talent, mais j'en ai d'autres. Et de ce fait, à partir de cette structure qu'il a mis en équation, il complète la relativité d'Einstein et ses calculs pour calculer la masse de l'univers, l'énergie verte, noire, etc., tombent juste sans besoin de la constante. Donc ça, c'est une vraie révolution scientifique et je vous invite vraiment à la suivre parce qu'aujourd'hui, à mon avis, il travaille sur l'extraction de l'énergie du vide comme une ressource inépuisable d'énergie et nous sortir de l'énergie fossile et des lobbying énergétiques, on va dire, pour refaire bref. Ouais. Donc, il est à protéger et à soutenir. J'en reviens donc à la métagénésis. Oui. On a vu ici, on a l'ensemble de 64 tétraèdres qui constituent une Merkaba complexe. Une Merkaba, quand elle s'active, elle développe un champ d'énergie absolument colossal. Pour un humain, c'est de l'ordre de l'inimaginable. Voilà. Vous avez le torus,
c'est une sorte de pomme, là, de sphère, mais en pomme, qui, dans le centre du torus, est le centre du tétragrammaton. Et la troisième structure qu'on n'a pas vue sur la vidéo, ici, est une structure très importante qu'on appelle le vector équilibrium. Alors, mon interprétation, c'est que on a cette Merkaba complexe qui s'active, qui génère un champ d'énergie torique du type trou noir, en fait, et ce vecteur équilibrium, ce cube-octaèdre, est une structure qui va stabiliser cette énergie et la contenir. C'est comme si c'est une structure qui contient l'énergie du vide dans le vide par rapport à notre réalité. D'accord ? D'accord. Donc voilà, il s'est passé cette nuit où j'ai eu descendu, ancré, visu, enfin voilà, j'ai eu ces visions, j'ai écrit, j'ai dessiné, et il a fallu 4 ans et demi pour créer la métagénésis, pour la mettre au point. J'ai essayé dans une sphère, j'ai essayé dans un tétraèdre, les formes, les orientations. Je vous assure, ça paraît être... Voilà, maintenant, vous savez, c'est réalisé, quoi. J'y ai passé 4 ans et demi sur celle-là. Et en l'espace de 2 ans, hier, s'il y a cet arrière-là, c'est parce que je suis en train de faire des vidéos en ce moment. En l'espace de 2 ans, on a diffusé plus de 2300 métagénésis en 2 ans. Je trouve que c'est énorme. Et les retours, vous pourrez les voir sur le site internet, mais ça apporte un niveau vibratoire informationnel. Ça développe une onde de forme complètement colossale parce que celle-ci qui fait 8 cm de côté rayonne à 210 mètres. Ça fait 420 mètres de diamètre, ça fait 4 stades de foot avec une qualité d'énergie extrêmement puissante qui élève tout dans l'environnement. Vous savez, un aveugle, c'est simple, il voit pas la lumière du soleil. Mais lorsqu'il s'expose à la lumière du soleil, son organisme commence à créer de la vitamine D qui va fixer le calcium sur ses os. D'accord ? C'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire de phénomène. Ici, c'est pareil. On a une forme qui génère un phénomène d'onde de forme qui va informer tout son environnement, en fait, et du coup, on va changer la cohérence informationnelle de cet environnement. Regardez mes plantes, comment elles sont belles. Quand vous ne savez plus à qui donner le surplus de légumes, on en arrive là. C'est l'abondance. On n'a pas de mildiou, on a des tomates d'1 kilo. La tomate. Bon, alors, allez voir Jérôme pour faire des coulis de tomates pour l'hiver. Vite. Si vous voulez, l'effet que ça va faire à l'intérieur de soi, la métagénésis, ça va... C'est le point d'émergence de la lumière. C'est comme, il y a le sans-forme, où il y a tout en potentiel, et le domaine du formé, la réalité, sur différentes dimensions, on va en parler bientôt aussi, je pense, qui va prendre une forme, une limitation, une expression de la conscience dans cette réalité-là. Et en fait, la fleur de vie ou la métagénésis, en fait, c'est le point d'émergence, la clé entre le sans-forme et cette réalité. Le point d'émergence de la lumière. Et comme nous sommes des êtres de lumière avant d'être des êtres humains, elle résonne avec la qualité de notre présence, de notre lumière. Quand je mets ici, c'est un ancrage ici et maintenant, c'est pas un ancrage sur la terre, c'est un ancrage dans sa propre présence, dans le je suis. Et quand on est beaucoup plus présent, on est beaucoup plus conscient, on a beaucoup plus de vitalité, de créativité, d'intuition, de vision, de perception. La perception, c'est percevoir, c'est voir au travers. Mais la plus importante des choses, c'est d'être dans sa lumière et sa présence. Et voilà, sur les jardins, comme on peut voir, ou comme j'ai pu expérimenter, vous avez une récolte de cassis. J'ai
6 pieds de cassis, je crois. Allez, 7, on va dire 8, allez. J'ai ramassé 4 kilos de cassis. Et la chose qui était extraordinaire, déjà 4 kilos pour 8 pieds, je crois que c'est un bon quota. Mais après avoir fait sa floraison, sa fructification, qu'on a ramassé, il y a eu des nouveaux bois qui sont sortis, mais pas des petits bois. Il y a eu des grandes branches qui ont poussé, et je crois qu'on aurait eu une prolongation d'été de 2 mois, on aurait eu une deuxième fructification, une deuxième récolte. Ouais, ouais, ouais. C'est en ça que ça devient hors norme. Je fais pas ça pour booster la nature, mais je le constate sur les récoltes, tout simplement. Ben voilà, c'est ça. C'est simplement la preuve que ça marche et que ça fonctionne. En fait, pour moi, je vis de ma passion. Je vis des découvertes et j'y mets tout mon cœur. Je réponds à une sorte d'appel intérieur et je fais en sorte de les mettre à la disposition du plus grand bien de tous, quoi, du plus grand nombre, parce que aujourd'hui ça fait partie des meilleures choses que je puisse faire pour améliorer ce monde. Merci. Alors, on va évoquer la deuxième pièce que tu as conçue, qui s'appelle la Terre Diamant, que voici. Ouais. Elle, pour le coup, met en œuvre la grille ou le canevas énergétique régulier qui se trouve, pour le coup, dans le monde réel, en fait, dans l'atmosphère de la Terre et qui relie entre eux tous les êtres vivants de la planète. Et on parle à cet égard de grille ou de trame christique ou cristalline qui relie du coup tous les êtres conscients de la planète. Comment est-ce que toi tu as découvert cette grille et de quelle manière tu l'as approchée, tu l'as conscientisée et comment du coup pourrais-tu nous la décrire dans sa nature et dans son fonctionnement? Alors, vous connaissez la flamme sacrée violette, la flamme violette. Le comte de Saint-Germain, oui. Oui, oui. Le comte de Saint-Germain, c'est une émergence. La flamme violette est une source du rayon diamant. Je vais vous en parler. J'anime des feux sacrés, pas tous les ans. Des fois, j'en anime plusieurs fois par an. Un feu sacré, on pose une géométrie au sol de cristal et on fait un cube de Métatron. Il y a un cristal central sous le feu et on fait un feu pendant 5 jours et 4 nuits. Et on fait des invocations, on chante, on danse, on fait des déposes. Ça vise à être transformé dans ce que nous sommes pour choisir un avenir meilleur, un avenir que l'on a vraiment envie de vivre. Donc là, vous voyez ce feu violet, c'est un vrai feu violet. Regardez sur les côtés, les flammes, elles sont de couleur flamme. On a un aura style, waouh, avec une intensité de lumière. En fait, c'est lors d'un feu sacré de ce type-là. C'était le vendredi soir, j'avais fait venir des musiciens qui faisaient partie du stage, on va dire. Donc, il y avait un gameplay, un djembé, un didgeridoo, et ils se sont mis à jouer, on dansait, c'était joyeux, on avait besoin de se libérer et de se lâcher. Et là, il y a une petite fille de 10 ans qui s'est mise à chanter, mais j'ai l'impression que c'était un grand être qui est rentré en elle et ça m'a transporté, je suis rentré en transe et dans ma transe, j'ai attrapé avec la main gauche l'énergie du feu pour la projeter sur le champ de la conscience globale que j'avais vu dans une représentation dans le livre de Drunvalo Melchizedek, L'ancien secret de la fleur de vie, tome 1, page 123, je crois, à voir, à valider la page. Et quand j'ai fait ça, je l'ai réellement connecté. Et j'en étais foudroyé. Je me suis évanoui. Voilà, j'ai perdu connaissance. Je suis resté environ 10-15 minutes inconscient.
Donc, imaginez la scène, 35 participants, l'animateur principal à terre, et le gars, il revient pas. Donc, il y a une sœur, Saïda, qui m'a ramené, une sœur chamane, et je lui dis, occupe-toi du groupe, n'appelez pas les secours, ça fait partie du processus, mettez-moi dans un lit. Donc, ils m'ont amené au lit, et là, je suis resté 36 heures inconscient en étant le feu et la lumière de la grille diamant. Il y a eu un rituel de fait au bout de 36 heures. Je suis revenu à la conscience. J'ai animé une méditation d'ascension lors de laquelle il y a 6 des 35 personnes qui se sont évanouies tellement que la connexion était forte. Et il a fallu 1 mois pour pour stabiliser le corps, 1 an pour avoir des vraies compréhensions et 1 année de plus pour faire le fichier 3D. Et cette structure est restée pendant 12 ans dans mes fichiers, dans mes disques durs. J'essayais d'en parler, j'en avais fait des t-shirts, j'en avais fait des stickers. Et c'est comme si ça passait à 30 000 pieds de la conscience actuelle, sauf quelques chamans qui disaient « ouais, ça ». Et à un moment, en 2015, j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, il faut que je mette la grille diamant avec la planète Terre dans une sphère gravée en 3D. La particularité de cette sphère, c'est qu'elle contient d'abord au centre l'étoile tétraédrique, qui est une Merkaba, c'est vrai, mais qui est le cœur de la planète, le cœur cristallin, le cœur cristal de la planète. Et il y a la planète Terre en 2e couche de gravure, et la 3e couche de gravure, c'est la grille diamant, la structure géométrique la plus développée qui contient 915 fois le nombre d'or au 1er degré, sans compter les fractales, parce que sinon on rentre dans des théories d'infinité, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et déjà, c'est une prouesse scientifique, technique, de pouvoir réaliser ces gravures sur 3 niveaux différents dans une sphère, parce que chaque point est gravé avec 2 faisceaux laser, mais il faut que les faisceaux se rencontrent exactement au bon point, à la bonne altitude dans la sphère. Sauf que si vous rentrez pas absolument perpendiculairement à la surface de la sphère, le faisceau laser, il est dévié, donc le point va se faire ailleurs ou il va pas se faire. Donc, ça a été très, très, très compliqué. 14 fabricants en Europe, aucun n'a réussi à le faire parfaitement. Donc, c'est fabriqué en Asie. Ça a été les seuls à réussir la performance. Donc, cette grille a été appelée la grille cristalline, le treillis christique, la grille d'ascension, la grille d'unité, la grille de 5e dimension. Personnellement, je préférerais l'appeler la grille de sainteté. Parce que la sainteté, c'est au-delà des religions. Il y a des saints dans toutes les religions et même hors des religions. C'est une qualité de respect et d'alignement avec les lois de la création qui font que on atteint un état d'harmonie, de pureté, qui fait que la vie n'est pas pareille. L'étymologie du mot saint, de la sainteté, c'est synonyme de l'intégrité, d'être intègre. Un saint est quelqu'un d'intègre et d'intégré. Ouais, et d'intégrer, qui a intégré ça. Voilà comment j'ai pu découvrir la Terre diamant. Et si vous voulez, que ce soit la métagénésis ou la Terre diamant, ça développe un champ d'onde de forme qui va qualifier tout l'environnement par ces informations. Nous avons donc le point d'émergence de la lumière et ici, on a la structure la plus développée de la géométrie fondamentale. La grille diamant manifeste l'énergie, la fréquence du rayon diamant, du rayon de la source, la plus haute fréquence de la création. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que tu peux partager le cadeau? Je vous fais un cadeau, vous allez avoir un QR code, vous le scannez, vous arrivez sur une page, vous mettez prénom, nom, code postal ville, nom, code postal pays,
et vous pouvez télécharger ou recevoir un livret que j'ai écrit sur le rayon diamant, la plus haute fréquence de la création. Si vous voulez, il y a l'émanation de la source pure de conscience, d'où émane cette lumière cristal diamant, cette énergie, cette fréquence du cristal diamant. Et lorsque vous passez une lumière blanche, par exemple, au travers d'un prisme, vous allez voir apparaître les 7 rayons sacrés ou les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et après des dérivés, on va dire. Voilà. Donc, la grille diamant, en fait, manifeste de la source autour de notre planète pour des raisons extrêmement particulières, à la fois de protection de la planète dans le secteur de la galaxie dans lequel nous sommes, et en même temps pour amorcer ce changement de paradigme, ce changement de conscience qui fait que le futur de la planète est comme Sirius, de devenir un diamant dans l'univers. Tous les êtres incarnés aujourd'hui sur cette planète, dans 10 000 ans, deviendront des enseignements de l'amour pour d'autres planètes, d'autres mondes dans la création, dans l'univers. Donc alors justement, tu nous dis dans la conférence là que tu viens de publier par ailleurs que l'élévation du niveau de conscience de l'humanité est une nécessité. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, du coup un peu préciser ou développer cela? Avec grand plaisir. Il faut comprendre que l'activité humaine a généré, avec le niveau de conscience de 3e dimension, on va dire, avec le niveau de conscience de cette humanité, a généré Aujourd'hui, on a déjà dépassé le point de non-retour. Il aurait fallu arrêter de consommer des énergies fossiles à partir de septembre 2023 pour ne pas être dans l'emballement climatique. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes et les désordres qui ont été générés par un niveau de conscience avec le même niveau de conscience. Soyons juste logiques. D'où la nécessité d'élever le champ de la conscience planétaire, le champ de la conscience de notre humanité et de toutes les espèces de toute façon. Pour, déjà vivre entre guillemets, plus en harmonie, peut-être un peu plus vers la sainteté. Et peut-être de trouver des solutions ou des corrections à ces désordres de façon à ce que vos enfants et les enfants de vos enfants puissent ne pas survivre, mais vivre. L'humanité est très extraordinaire parce qu'elle va réellement se bouger quand elle va être au pied du mur. Donc, on est déjà au pied du mur. Ouais. Si vous êtes une espèce extraterrestre et que vous venez observer la planète Terre avec son humanité, si vous êtes une espèce pacifique et évoluée, c'est une humanité qui est incompréhensible. Elle a créé des désordres où elle se dirige vers le chaos, vers l'extinction. Et là, au lieu de se solidariser, de solidariser ses forces, son ingéniosité, ses moyens pour relever le challenge, pour qu'il y ait un avenir, ils veulent passer les budgets de la défense à 5% du PIB, continuer à dépenser des milliards et des milliards pour se taper dessus. Et c'est pour ça que je fais les terres diamants, les métagénésis. Moi, c'est même notre survie immédiate qui est engagée. Nous sommes d'accord. Ouais, c'est même la survie de la vie. C'est pas que de l'humanité. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'espèces qui sont menacées. Oui, on peut cependant se dire que la Terre elle-même, la planète, ne laissera pas faire indéfiniment les ravages actuels du système social, économique, humain, et qu'elle mettra un terme aux ravages qu'elle subit, avec ou sans notre consentement. Il y a aussi cette possibilité-là.
Ouais, Moi, je ne souhaite pas que ça, ça arrive. on se dirige vers les changements climatiques et les catastrophes climatiques, quoi. Mais cependant, bon, pendant que les gouvernements, en effet, s'emballent, accélèrent et se précipitent dans la logique du pire, du chaos et du nihilisme, il y a quand même une majorité silencieuse qui est en train d'émerger au sein des peuples qui, eux, ne partagent pas du tout les choix politiques, économiques, financiers, techniques ou scientifiques, ni médicaux, qui se contentent de subir bon an mal an parce que nous n'avons pas les moyens de mettre un terme à ces dérives et à cette fuite en avant. Mais cependant, il peut y avoir un effet de seuil en train de se jouer à l'heure actuelle, de l'ordre de l'effet du centième singe, où passer un certain seuil, il peut y avoir un effet, un saut quantique, comme on dit, un changement d'orbital de l'électron, parce qu'il y a un effet de seuil au niveau de la conscience et de la psyché humaine, de la psyché collective, qui fera mécaniquement, qui entraînera une rupture dans le fait que les choix stupides et aberrants et suicidaires de la mafia mondialiste ne seront même plus concevables et ne pourront plus être appliqués. C'est pour ça que je fais ça. Vous imaginez que la pyramide de Khéops a été construite, on va dire, au moins il y a 6000 ans. D'accord? Peut-être beaucoup plus. Peut-être, oui. On va pas rentrer dans cette polémique-là. Peut-être 16 000 ans. Mais donc, la forme, tant qu'elle est forme, émane la qualité de l'information pour laquelle elle a été conçue. D'accord? Donc ici, nous sommes avec des objets en cristal qui est imputrescible. Le cristal est imputrescible. C'est-à-dire que dans 5000 ans, les formes qui sont gravées dans ces structures, si je casse pas ou si je le fais pas fondre, ça va continuer à émaner. Ces objets sont des activateurs de paix ou d'éveil de la présence qui agissent de l'intérieur parce qu'ils résonnent à l'intérieur de nous pour développer, nous aider à développer une réalité beaucoup plus cohérente, intégrée, avec de l'intégrité et de l'amour, de l'harmonie, de la bienveillance. Je vous invite à la conférence là qui vient juste d'être mise en ligne pour comprendre l'organisation des réalités dimensionnelles, l'expression de la conscience au travers de toutes ces réalités-là. Donc, on parle de la dimension zéro avec Greg Braden ou Nassim Haramein. On parle de la troisième, quatrième, cinquième, 72e dimension. On parle de la dimension temporelle. Ça devient une sorte de mayonnaise qui prend pas tout à fait bien parce que il y a des choses qui partent dans un sens, dans un autre sens. La cohérence, elle n'est pas là. D'accord? Donc, dans la conférence que je vais présenter, qui est en ligne et dont vous pouvez avoir le QR code qui va s'afficher pour accéder à la page d'information et éventuellement pouvoir y accéder en termes de conférence en ligne, c'est quand même extraordinaire d'avoir une réorganisation, une clarification de toutes ces réalités dimensionnelles. Ça fait partie des découvertes importantes que j'ai faites. J'ai découvert que, vous savez, il y a la fleur de vie. Après la fleur de vie, il y a le fruit de vie. Et à partir du fruit de vie, on obtient le cube de Métatron, d'où découlent les 5 solides de Platon. Donc le tétraèdre, l'octaèdre, le cube, l'icosaèdre et le dodécaèdre. J'ai découvert que les représentations des 5 solides de Platon, extraits du fruit de vie, donc ça fait 2500 ans que l'humanité connaît ça, l'icosaèdre, la représentation de l'icosaèdre et du dodécaèdre en 2D sont fausses parce qu'à partir de ces représentations en 2D, on ne peut pas redévelopper un volume en 3D. Ouais. Je vous assure, j'ai été bluffé. Donc pour ça, il faudra voir la conférence. Et la correction, déjà, l'impact de ça.
2500 ans de croyances erronées, déviées. La conscience collective de l'humanité est impactée par ça de manière subtile. C'est au lieu de marcher droit dans ses bottes, c'est un peu comme vous marchez un petit peu à gauche ou à droite, mais pas droit dans ses bottes. Si je résume bien, pour être sûr d'avoir bien compris ce que tu nous dis, la représentation de ces deux solides de Platon, l'icosaèdre et le dodécaèdre, sont fausses, elles sont erronées. On n'a pas une image correcte en 2D de ces deux solides de Platon. Oui, et à partir des représentations en 2D, si c'est une projection en 2D du solide, une projection, on a le solide en 3D, on projette en 2D le solide. Si c'est juste, à partir de la 2D, on peut redévelopper le solide en 3D. Donc, on peut le faire sur le tétraèdre, l'octaèdre et le cube, mais on ne peut pas l'hexaèdre, mais on ne peut pas le faire à partir de l'icosaèdre de Platon et du dodécaèdre de Platon parce que les représentations sont erronées et sont fausses. Et c'est là où, quand on comprend que l'icosaèdre est associé à l'eau c'est l'émotion, c'est la relation, c'est la prospérité. Et le dodécaèdre, c'est associé à l'éther des alchimistes, à la substance même qui permet la création de toute chose, et associé donc au pouvoir créateur. Et là aussi, c'est erroné. Donc, le fait de diffuser cette conférence permet de commencer à corriger dans le champ de la conscience globale, en fait, ce désalignement pour arriver dans quelque chose de beaucoup plus juste. Et c'est là où on retrouve le concept du lion ou du mouton. Est-ce que vous êtes un mouton qui suivait le mouvement de la conscience collective, ou est-ce que vous êtes suffisamment fort, déterminé, authentique, discipliné, et je dis bien discipliné, pratiquant de votre propre pratique pour vous élever au-dessus du champ de la conscience collective et décider que non, c'est pas elle qui va faire votre vie, mais c'est vous qui allez l'impacter. Et c'est ce que j'ai décidé, ça fait partie de ma mission de vie, on les diffuse, autant on va diffuser la conférence, on diffuse les métagénésis, les terres diamants, parce que même si moi je disparais, elles continueront à influer sur le champ global de la conscience planétaire. Et aujourd'hui, je suis le flot de la guidance, mais je n'ai pas trouvé de meilleure manière que d'aider le monde. Mais la chose à quoi ça m'a amené et j'ai déposé une publication à l'Académie des sciences sur les découvertes, donc les erreurs des représentations des solides de Platon dont on vient de parler, mais sur les découvertes des repères de géométrie spatiale multidimensionnelle stable et équilibrée. Je m'explique un petit peu. On vit dans une réalité en X, Y, Z. Cette réalité est définie par 3 axes. L'angle qui sépare chaque axe est un angle de 90 degrés à chaque fois. C'est toujours le même angle, ce qui confère une réalité spatiale stable et équilibrée, dans laquelle stable et équilibrée, normée, ce qui est très très important pour que la vie puisse se développer au travers du temps, la dimension temporelle. Dans un lieu chaotique du type un volcan, il me semble que la vie dans cette réalité-là ne se développe pas puisque c'est du chaos, de la fusion, de la transformation, de la transmutation, vous les appelez comme vous voulez, mais voilà. Alors, si on fait une analogie que dans un repère de géométrie stable et équilibré au travers du temps, la vie peut se développer, il y a, avec le dodécaèdre et l'icosaèdre, j'ai découvert d'autres réalités. Et en fait, c'est assez simple. Par exemple, vous prenez la métagénésis, un cube. Vous voulez relier chaque sommet au centre de gravité. Il y a 8 sommets. Il y a W, X, Y et Z. Vous avez 4 axes, dont l'angle qui sépare chaque axe, adjacent est toujours le même.
Donc, on a une réalité dimensionnelle à 4 axes, stable et équilibrée, dans laquelle la vie, la conscience peut s'exprimer au travers du temps. Et comme vous pouvez intervenir sur une réalité dimensionnelle de 2 axes, sans que la réalité dimensionnelle de 2 axes puisse avoir conscience de qui vous êtes. Parce que si vous existez uniquement sur le plan de la table, ici, que je pose ma main sur votre réalité, vous ne pouvez avoir conscience de ma main que la surface de contact entre ma main et votre réalité. Mais vous ne pouvez pas avoir conscience de la réalité de ma main en tridimension parce que vous êtes en 2 dimensions. Nous sommes en 3 dimensions et là, je vous ai parlé déjà d'une réalité stable à 4 dimensions, à 4 axes. Mais ce n'est pas tout. Avec la découverte de l'icosèdre et du dodécaèdre, et ça, c'est ce que vous verrez pendant la conférence, il y a des réalités de géométrie stable à 4, 6, 10, 16 et 61 axes. Du coup, j'ai réorganisé les classements des solides de Platon, également avec un classement beaucoup plus cohérent. Et vous avez la Terre diamant ici. La Terre diamant, c'est une clé de connexion entre toutes les réalités de 3, 4, 6, 10, 16, 61 dimensions. Tout ça pour en arriver à la cerise, ça je vous en fais le cadeau. Si nous, notre réalité est à 3 axes, X, Y, Z, avec des angles de 90 degrés, dans laquelle la conscience s'individualise dans un humain ou dans toute chose, c'est une réalité absolument basique et rudimentaire. Car si nous avons une clé de connexion sur une réalité à 61 axes de lumière de la source du rayon diamant, au-delà de la forme, il y a tout ce que l'on ne voit pas. Vous savez, dans l'évolution, j'adore l'Inde, hein, je suis allé 6 ou 7 fois, l'état de Samadhi. D'ailleurs, je vous recommande les films 1, 2 et 3 Samadhi sur YouTube. C'est l'absorption totale dans la conscience de Dieu. Et quand un être réalise ça, il lui faut en général plusieurs années de pouvoir réintégrer les fonctions et le contrôle sur les fonctions vitales de son corps. En attendant, ce sont des brahmanes qui s'en occupent pour pouvoir retémoigner de l'expérience de ce qu'est l'être. Les métagénésis et les terres diamants nous amènent à ça, au niveau global. La conférence qui est lancée soutient la compréhension, vu qu'on est dans une civilisation assez mentale, donc il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de visuels en animation 3D, rien que les visuels, c'est 3 mois d'ordinateur super boosté. Mais il y a l'activation à la fin qui est un des plus beaux cadeaux que je puisse vous faire. Lorsque vous aurez ce visuel en face de vous, vous pouvez le regarder au travers de votre 3e œil, ouvrir toutes vos cellules, toutes vos molécules d'ADN pour accueillir comme une activation, une transformation bien plus profonde que celle de la compréhension mentale. Oui, tout à fait. Je confirme. Géométriquement parlant ou mathématiquement parlant, ce n'est pas possible de remettre en question la chose. Ce que j'ai envie d'exprimer, c'est OK, je vous ai parlé des terres diamants, du rayon diamant, téléchargez le rayon diamant vraiment. Chaque expérience, chaque prise de conscience, chaque élévation que vous allez vivre donne la voie, l'opportunité, l'autorisation aux autres d'en faire de même. J'ai envie de finir par œuvrons ensemble pour la paix. C'est l'heure. Merci, bravo pour ton œuvre, pour le coup, artisanale et à la fois d'ingénierie de pointe.
au service, voilà, de la justice et de la vérité. Merci Jérôme, à très bientôt. Merci, bonne journée, prenez bien soin de vous surtout. Et pratiquez, pratiquez, pratiquez.